La promotion de votre événement estival, vous souhaitez découvrir un média propice au Radio Espace Forêt. Radio Espace Forêt. C'est aussi à Au Sud, Nakoyak-Pala, Bandhana, Dorota, Nien, Mohomu, Tilepoulou, Boma, Bellevue, Burkina. Sur 99.7. Radio Espace Forêt, votre radio au cœur de vos préoccupations. Radio Espace Forêt, la forêt sur les ondes. 14h passées 2 minutes dans ce studio. Merci donc à vous, à ces millions d'auditeurs qui nous écoutez sur la 99.7. Vous venez de nous rejoindre. Merci donc de votre fidélité. Comme vous le savez, notamment, on vous offre des émissions selon notamment votre priorité. Et aujourd'hui, on se retrouve notamment au compte de cette émission qui va nous parler de la pisciculture. Le terme qu'on va aborder dans cet après-midi, ça serait l'aménagement piscicole, les ONG et le parrainage. Et donc vous nous écoutez dans les 22 quartiers, sinon à Guilke, vous nous écoutez notamment à Lola ou soit à Djeke. Nous vous disons merci, en tout cas restez fidèles. On va partir avec nos partenaires, mais notamment nos invités qui sont là, qui vont se présenter. Je vais passer avec l'autre qui est à ma droite. Bonsoir. Bonsoir. Oui, soyez la bienvenue au compte de cette émission. Merci. Et présentez-vous à nos millions d'auditeurs qui nous écoutent. Moi, je m'appelle Moriba Alex Collier. Je suis le responsable technique de la Fédération des pisciculteurs de la Guinée forestière. Ok, soyez les bienvenus au compte de cette émission. Merci. On va donc partir avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, approchez-vous un peu. D'accord. Votre nom? Moi, je suis Bamontea, je suis le coordinateur technique du projet Piscofam. Ok. Soyez les bienvenus au compte de cette émission. On va donc partir avec les autres invités. On va partir avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Présentez-vous à nos auditeurs qui nous écoutent. Moi, je suis Joseph Faoula Milimono. Je suis cadre superviseur. Ok. Je travaille pour la PRG et à l'antenne de Kissido. Bien. On va revenir à notre ami. Bonsoir. Bonsoir. Oui, présentez-vous. Je m'appelle Kokoto Pahaba. Je suis parrain pisciculteur. Je travaille au compte de la Fédération des pisciculteurs de Guinée forestière. Bien. En tout cas, vous l'avez sans doute écouté. Je ne suis pas seul dans ce studio. Celui qui me conduit aux opérations techniques, Martin Sayo, derrière le micro, vous l'avez sans doute compris, c'est Marcelo Doreraba. On va partir donc avec le terme l'aménagement piscicole, les ONG et le parrainage. On va donc partir avec le coordinateur technique du Piscofam, Bamontea. On va parler un peu qu'est-ce qu'un étang piscicole. Bon, je vous remercie. Comme il fallait de le dire, aujourd'hui c'est la deuxième édition. Okay. Pour la première fois, on a fait la présentation du projet, les composantes. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de l'aménagement. Okay. Parler de l'aménagement et de la pisciculture, c'est l'élevage du poisson. Et l'aménagement, le poisson s'élève dans les étangs. Quand les gens nous demandent qu'est-ce qu'un étang, on dira l'étang, c'est un endroit qu'on aménage soit avec de la terre, soit avec du ciment ou du bois et de la base qui permet de retenir de l'eau et qui nous permet d'élever du poisson. Les aménagements piscicoles, c'est pas de n'importe quoi, c'est des choses qui se remplissent facilement et qui se vident. Donc un étang doit être remplissable facilement et vidable. Voilà, donc l'étang, c'est le lieu où on élève le poisson. Bien. L'étang, c'est le lieu où on élève le poisson, notamment. Quant à vous, les auditeurs, vous aurez la parole dans la deuxième partie. Vous pouvez peut-être que nous joindre au compte de cette émission sur le 629 997 997 pour tous ceux qui sont à l'écoute et qui voudraient peut-être s'investir dans ce domaine. On va donc partir avec Joseph Faoula Milimono, qui est le cadre représentant des ONG partenaires. Quels sont les travaux d'aménagement d'un étang piscicole? Ok, merci. En gros, ce qu'il faut retenir dans le cadre des aménagements piscicoles, les travaux qui sont là, ça commence par l'étude des sites. Parlant de l'étude des sites, là-dedans, il y a la visite de sites, il y a la prospection, piquetage et la conception. Et après l'étude des sites, automatiquement, c'est la construction des ouvrages, à savoir le système de vidage, il y a également le trop-plein, tout ça, et même les digues. Et après ça, il faut aller au suivi chantier. Le suivi chantier, donc,
Là, nous venons auprès des paysans, les pisciculteurs, pour les faire comprendre comment est-ce qu'il faut faire une digue, comment il faut faire le système de vidage, tout ça. Bien. Donc ce sont les travaux d'aménagement d'un étang piscicole. Oui. Sinon de l'autre côté, est-ce qu'on aimerait notamment savoir dans quel ordre réaliser les travaux d'aménagement? Ok, maintenant pour suivre réellement l'ordre qu'il faut dans les travaux d'aménagement, il faut commencer par la visite des sites. Okay. La visite des sites, après on vient à la prospection. Après la prospection, on vient à la conception. De la conception, on vient au piquetage des différents ouvrages que je vous parlais tout de suite. Et après vient le suivi chantier de la construction des différents ouvrages. Après, on termine par la mise à eau. Bien. J'allais notamment revenir sur cette question parce que là, il faut. Vous avez parlé de la visite notamment du site. Et lorsque un agent va visiter le site, quelles sont peut-être les réalités ou soit quels sont les ordres qui doivent permettre notamment pour dire que bon, tel site doit être c'est exploitable ou bien c'est bénéficiable pour pouvoir faire un étang piscicole ici. Ok. La visite des sites répond à la question de savoir est-ce que ce site il est potentiellement aménageable. Okay. Et parlant de sa potentialité là, il faut voir le régime du cours d'eau. Okay. Et il faut voir également la topographie du bas-fond. Et il faut voir également l'appartenance des coteaux. Est-ce que le pisciculteur ou bien le candidat qui veut s'investir, il n'a pas de problème foncier à l'amont et en aval. Bien. Sinon, de l'autre côté, par rapport au piquetage, une fois que les réalités sont déjà vues et qu'on voit que peut-être que le terrain est exploitable et que ça peut être un étang piscicole, au-delà de cela, comment se fait le piquetage? Avant même le piquetage d'abord, Oui. après la visite des sites, il faut procéder à la prospection. À la prospection. Voilà, c'est la prospection qui va te permettre de comprendre si effectivement ce bas-fond il est aménageable. Okay. C'est là tu vas comprendre le dénivelé qui est là et c'est là tu vas comprendre également quelle est la surface potentielle de ce bas-fond là. Okay. Après, il faut discuter du plan d'aménagement ou c'est ce qu'on appelle la conception. Là, cette discussion se fait avec le candidat pour décider avec lui où effectivement il faut placer la digue en fonction de la topographie du bas-fond, où il faut également placer les différents systèmes de vidage, je vais parler des ouvrages, où il faut placer le trop-plein et quel travail approximatif le pisciculteur il doit faire sur la digue. Ça, cette discussion se passe avec lui et après ça, on procède maintenant au piquetage des différents ouvrages, à savoir la digue, à savoir le système de vidange et le trop-plein. Bien. Vous voulez ajouter notamment quelque chose? Je voulais ajouter, ça c'est un rappel. Lors de la première émission, on avait dit que tous, ils peuvent faire de la pisciculture, mais il faut un accompagnement. Il faut des études techniques. Sinon, certains vont gâter d'abord les bas-fonds avant qu'ils ne viennent voir les techniciens. Oui. Donc, cette pisciculture respecte certains principes. Si tu les étapes, tu peux investir beaucoup sans un retour à l'investissement. Okay. Franchement, c'est ce qu'on avait dit, la pisciculture, les piscopharmes, plus la fédération sont là pour tous ceux-là qui veulent faire de la pisciculture. Mais, pardon, les demandes de conseil. Parce que il ne faut pas aller voir ton bas-fond, aujourd'hui tu peux faire, sans avoir des préalables. C'est pour cela qu'on vous dit, il faut d'abord visiter, voir si je fais ça, est-ce que ce n'est pas contraignant pour les autres. Si je fais ça, est-ce que ça sera rentable pour moi. C'est pour cela qu'on les demande de venir vers les techniciens, de venir vers les parrains, pour qu'il y ait des études préalables avant de s'investir. Sinon, ça c'est un investissement à 20. Bien. On va donc partir avec M. Moriba Alex, responsable technique de la fédération. Sinon, on était en train de parler vers quel acteur un candidat à la pisciculture doit se tourner pour pouvoir aménager son étang. Merci. Comme le disait le coordinateur technique, c'est-à-dire les candidats à la pisciculture, ils doivent se diriger, bon, il y a plusieurs niveaux. Parce que quand nous allons à la base, tel que dans les villages, il y a les groupements qui sont mis en place là-bas. Là, les intéressés ou les candidats à la pisciculture, ils peuvent s'intéresser aux différents groupements qui sont dans les villages. Et un peu plus
c'est-à-dire les groupements, maintenant, ils peuvent se réunir au niveau des préfectures, soit au niveau des sous-préfectures en union. Et les unions aussi sont regroupées et se trouvent au sein de la fédération. Est-ce que vous voyez? Et à part les groupements, les unions et la fédération, il y a aussi des ONG agréés qui disposent de techniciens qui sont capables, qui ont appris le métier, qui sont bien formés, qui maîtrisent les techniques d'aménagement et de gestion piscicole, qui sont là en place, à savoir, il y a APRG, il y a INADER, et puis il y a APID. Donc, et l'État est là aussi, la direction préfectorale de la pisciculture et de l'économie maritime. Donc, quand vous êtes intéressé par la pisciculture, que vous tournez vers ceci, en tout cas, vous pourrez avoir un bon résultat. Bien. Sinon, de l'autre côté, il vient à peine de nous parler qu'il faut avoir quelqu'un auprès de vous pour vous accompagner, en tout cas, jusqu'à la mise en place de votre item. Sinon, qu'est-ce qu'un parrain? On va donc partir avec Kokolitupa Haba, qui est le parrain notamment. Bon, merci de m'avoir accordé la parole. Bon, je venais de dire tantôt, merci de m'avoir accordé la parole. Donc, par là, on dit parrain, c'est un paysan pisciculteur expérimenté. Donc, pouvant réaliser, soit donner des conseils à des personnes qui s'engagent à faire la pisciculture, faisant des études de terrain, comme les techniciens font. Donc ce parrain, ce paysan expérimenté a fait tant de pratiques chez lui, donc qu'il est capable d'aller en faire chez les autres. Donc c'est celui-là, disons un peu, peut-être qu'en matière d'autres trucs, celui-là qui est là pour te coacher, pour te guider un peu. Sinon on attend parrain, et notamment de l'autre côté on dit qu'est-ce qu'un technicien notamment? Bon, de ce fait, on va donc partir avec de l'autre côté, on va partir. Si je peux faire une petite historique, en fait la pisciculture est en forêt depuis plus de 20 ans. Et plus de 20 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui on peut compter près de 3000 pisciculteurs qui sont répartis dans les différentes préfectures. Donc à chaque préfecture, vous allez avoir des groupements dans les villages, les unions au niveau de la préfecture. Et au niveau régional, il y a la fédération. Donc si on parle d'acteurs, à quel acteur il faut s'intéresser, ceux-là qui sont aux confins de l'Europe là-bas, ils ne vont pas chaque fois se dépasser pour venir à Gérékoué, mais ils s'intéressent aux groupements qui se trouvent dans leur localité. Et ceci-là, leur nom remonte au niveau de l'union, l'union remonte au niveau de la fédération. La fédération, quand elle n'a pas la compétence pour aller faire les installations, il passe vers les ONG pour un appui. Donc, comme les projets de pisciculture, c'est des projets de transfert de compétences, ceux-là qui ont appris les métiers, qui sont dedans il y a après 10 ans, ils ont certaines compétences qui peuvent appuyer d'autres pour s'installer. Donc, si celui-là parle d'un parrain, c'est un pisciculteur qui a acquis des compétences et qui peut conseiller de nouvelles personnes pour faire de la pisciculture. Tandis que de là, il y a des projets qui viennent. Il ne peut pas aller dans les villages pour chercher ces parrains-là. Donc le projet, quand il est là, le projet, lui, il a que des techniciens. Donc les techniciens, c'est ceux-là qui sont diplômés, soit des universités ou des écoles professionnelles, et qui sont recrutés, formés théoriquement et pratiquement, qui peuvent accompagner les paysans nouveaux comme les parrains le font. Donc ceux-là, c'est des diplômés, c'est des employés directs du projet. Donc ça, c'est des techniciens dans ce cadre. Bien. Sinon, de l'autre côté, quand nous prenons notamment aujourd'hui dans la région forestière, est-ce que votre ONG regroupe aujourd'hui combien d'acteurs au sein? Parce que quand nous prenons Gérékoué au niveau de la région forestière, parce que la fois dernière on était de l'autre côté, parce que il y a des groupements comme vous l'avez dit, et puis il y a des unions, il y a des unions, il y a des fédérations, et il y a des ONG partenaires de mise en œuvre d'un projet qui est là. Est-ce que vous avez aujourd'hui un nombre total de ceux-là qui sont dans ce projet?
Ok, actuellement, si tu prends au niveau projet, comme je disais, les techniciens, c'est des employés directs du projet. On est au nombre de 32. Ok. 32, où il y a à peu près 24 animateurs conseillers piscicoles et il y a 8 qui les suivent sur le terrain. Ok. Donc, il y a des techniciens et il y a des superviseurs. Et tout cela sont coordonnés par la coordination du projet dont je représente aujourd'hui ici. Donc, si on veut faire une différence entre parrains et techniciens aujourd'hui, on pourrait vous dire que les parrains, c'est des pisciculteurs. Ça, c'est leur métier. Oui. Ils sont dans les projets et ils sont dans les villages qui appuient les autres. Donc, dans le cas du projet, c'est des employés directs de la fédération. Parce que la fédération emploie des parrains pour appuyer certaines personnes où le projet ne va pas. Ok. Alors que les techniciens, comme je l'ai dit, c'est des salariés, ils sont payés par mois, ils sont employés par le projet. Maintenant, employant les parrains, eux, ils reçoivent les transports et les primes de leur réalisation. Ok. Donc les parrains ne sont pas payés mensuellement en tant que tels, mais ils reçoivent des primes de qualité par rapport à leur réalisation. Bien. Donc, c'est des employés de la fédération, c'est des pisciculteurs capables de conseiller d'autres qui veulent s'installer. Bien. Voilà. On va parler notamment, je vais revenir notamment avec vous dans la toute première question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que par rapport à la dimension, par exemple, d'un étang piscicole aujourd'hui, pour un jeune peut-être qui veut... pour un jeune par exemple aujourd'hui qui veut s'investir là-dedans, est-ce que vous avez les catégories d'étangs? Par exemple, est-ce qu'il y a d'autres qui sont par exemple à 10 mètres ou bien 20 mètres, ainsi de suite? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des choses qui sont finalisées comme ça? Ok, merci monsieur. Pratiquement peut-être que cette question-là sera abordée un peu plus tard devant. Okay. Mais comme déjà vous l'avez anticipé, par rapport à l'aménagement piscicole, et ça dépend d'abord de l'espace que tu disposes. Okay. Voilà, en fonction de l'espace, soit ton bas-fond, mais ça c'est des faits naturels. Si le bas-fond naturellement il est petit, tu n'as qu'à beau faire, peut-être que ça va pas changer. Donc du coup, ça dépend de l'espace, comme je le disais. Okay. Voilà, et aussi de l'objectif que toi aussi tu t'es fixé. Okay. Parce que tu peux avoir l'espace à disposition, mais si du coup les moyens et ton objectif n'est pas là, donc tu vas aussi aménager en fonction de l'objectif, en fonction de tes moyens, mais aussi avant tout c'est l'espace que je voulais parler. Bien. Tout à l'heure, nous étions sur la fédération. Aujourd'hui, quel service peut apporter la fédération dans mise en relation avec les tâcherons et plus les menuisiers? Ok. Je vous dis merci. Le service que la fédération peut rendre aux candidats, c'est de mettre, c'est-à-dire les candidats et les tâcherons en relation, c'est-à-dire les mettre aussi en relation avec les techniciens, parce que tel que le coordinateur technique disait, la pisciculture, l'aménagement piscicole, c'est pas une activité qu'on peut se lancer comme ça, c'est-à-dire il faut avoir un technicien pour pouvoir très bien te conseiller techniquement et c'est-à-dire il faut avoir des appuis conseils et techniques pour bien réaliser ton aménagement en plus puisque tu puisses gagner un revenu après. Donc là comme ça il y a la mise en relation entre le candidat et le technicien, les tâcherons et puis même l'État qui est là, et aussi la fédération est là pour chercher des financements à travers nos partenaires pour pouvoir porter des services aux différents pisciculteurs. Bien. Et au-delà de cela, quel intérêt à se mettre ensemble avec le groupe d'entraide notamment? Vous savez, l'aménagement piscicole, c'est pas une activité qui se réalise facilement comme ça. Et surtout que quand nous prenons au niveau des villages, est-ce que vous voyez, les paysans au village n'ont pas assez de moyens
comme les grands fonctionnaires dans les villes. Donc là-bas, quand on se met ensemble, facilement, on peut former des groupes d'entraide pour pouvoir mener les activités. Et là, comme ça, même l'acquisition des matériels de travail, tel qu'il y a le jeu de moule qui coûte cher. Donc, une personne ne peut pas se mettre à l'achat de ces moules-là. Et il y a les brouettes qu'il faut acheter, le matériel de terrassement. Donc, lorsque vous êtes en groupe et que vous cotisez, facilement, vous pouvez acheter ce matériel-là. Et dans d'autres groupes, ils font même des tontines de ciment, comme ça, pour pouvoir construire les systèmes de vidange. Ok. C'est à cause de ça, il est important de se mettre ensemble. Bien. Également, du côté des techniciens, on peut ajouter quelque chose. Au fait, comme vous avez dit que le projet est là pour un transfert de compétences, s'ils sont en groupe, le transfert de compétences est très facile parce que c'est des formations goûtées. Le jour que toi tu n'es pas là, c'est là qu'ils répondent, quand l'animateur n'est pas là, s'ils viennent, le reste des membres viennent t'expliquer comment ça s'est passé. Également, il faut voir la défense des intérêts des uns des autres. Et attention, dans un village, peut-être des cas de vol qui sont là, si tu es isolé, peut-être si ton poisson est volé un jour, tu ne peux pas en avoir. Aussi, parler de la pisciculture, il y a des dégâts qui peuvent arriver après. C'est que les pertes de poissons. Si vous n'êtes pas nombreux pour vous entraîner, ça va être des pertes. Donc franchement, ça a une importance très capitale, le fait de se mettre en groupe, ça fait avancer le groupe, ça fait que vous allez travailler sans que quelqu'un se sente mal à l'aise. Ok. Merci donc à vous, monsieur. Vraiment, on va rester toujours avec vous. Quel accompagnement par le projet? En fait, comme je venais de le dire, l'accompagnement par le projet, c'est ce qu'on a commencé partout. Avant tout, le projet est là pour un transfert de compétences. Il vient, il forme les gens. Il ne donne pas l'argent, mais il donne la technique. Il donne les premiers poissons. Il forme techniquement. Il forme sur le plan organisationnel. Qui, après ce projet, que les gens restent soudés, ils travaillent toujours ensemble. Et que cette technique reste là. C'est ce qui fait, même aujourd'hui, on parle du parrainage, ce transfert de compétences-là. C'est ce qui est capital dans ce projet. Il y a beaucoup de personnes qui disent le projet ne donne pas de l'argent, bien sûr, mais le projet apprend à faire quelque chose qui, après, l'activité reste et que ça soit pérenne. C'est ça l'objectif réel du projet. Bien. Ici donc à vous, on va partir, oui, on peut partir. Autre chose peut-être que pour amender toujours cette réponse. En fait, c'est ce qu'on disait tout de suite. C'est aussi l'importance de se mettre en groupe. Donc quand vous voyez par exemple, comme il le disait le coordinateur technique, le projet envoie le tout premier poisson dans le village. Et si ça trouve que dans ce village-là, c'est pas un groupe qui est là, mais comment est-ce que ce poisson va circuler? Donc ça vient effectivement en accompagnement ou en complément, je vous l'ai dit, de l'approche du projet. Parce que plus les gens ils sont en groupe, plus ça facilite le travail du technicien et plus ça facilite également le travail du projet sur le terrain. Bien. On va partir donc avec vous, notamment Joseph Lamine. Combien peut coûter aujourd'hui l'aménagement d'un étang piscicole? Ok, merci. Le coût de l'aménagement d'un étang piscicole, je dirais que ce n'est pas un coût standard. Voilà. Et à l'entame, je disais tout de suite dans votre première question, ça dépend de la topographie de ton bas-fond, de ton site qui est là. Ça dépend de la grandeur de ton bas-fond également. Ça dépend également de la localisation. Et on ne peut pas comparer, par exemple, le coût de l'aménagement d'un bas-fond du côté de Farana par rapport à un bas-fond du côté de Zérekoré. La main-d'œuvre, ce n'est pas la même chose. Façon dont on a la facilité peut-être que de trouver la main-d'œuvre par là, ce n'est pas la même chose du côté de Farana. Donc, plus le site, disons qu'il est grand, plus il peut coûter aussi en aménagement. Et plus il est éloigné en fonction, comme je le disais, de sa localisation, son coût aussi peut être très élevé. Donc, mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, au jour d'aujourd'hui,
vous voulez vous lancer dans la pisciculture, je crois qu'il faut avoir un minimum, je dis bien, de 5 millions, et voire même jusqu'à 25 millions ou plus, pour vous faire un étang. Bien. Le 629 997, si vous avez des questions notamment à poser au compte de cette émission, le thème l'aménagement piscicole, les ONG et le partenaire. On va donc partir avec l'autre question, parce que là on a parlé notamment des avantages d'être parrainé, mais d'être notamment accompagné par les techniciens. Et qu'est-ce qui pourrait arriver, peut-être quels sont les risques et les conséquences d'un étang qui est peut-être mal aménagé. On va partir avec toujours vous, Joseph. Merci. Ici, pour un site ou un aménagement qui a été mal fait, ça a assez de risques. Les risques avant d'abord, c'est les cassures des digues, parce que si l'étang n'est pas bien fait, automatiquement vous allez voir que vous n'aviez pas la maîtrise du coup de la crue qui arrive, donc automatiquement la digue elle va céder. Autre problème qui peut aussi se poser ici, c'est pas bien fait, surtout quand je prends les systèmes de vidange. Si c'est mal fait, automatiquement vous allez vous confronter à un problème de vidangeabilité. Non seulement ça va pas bien vider, mais aussi de l'autre côté, même le remplissage. Et là, du coup, ça ne va plus répondre réellement aux critères d'un bon étang. Parce que si je reviens un peu en arrière, on dit un étang, c'est une retenue d'eau qui se remplit facilement et qui se vide aussi facilement. Donc si c'est pas bien fait du côté des systèmes de vidange, ça veut dire que ton étang il va jamais se remplir, mais aussi la vidangeabilité va être compromise. De l'autre côté aussi, par rapport maintenant aux conséquences, parce que dès qu'on parle de risque, derrière tout ça il y a des conséquences. Et quand la digue casse, à quoi automatiquement on va se confronter, c'est la perte de poisson. Et le pisciculteur ou le paysan qui a mis son poisson, il avait tout l'espoir déjà qu'il pouvait se faire quelque chose au bout de 5 à 6 mois après une pêche de vidange. Il va automatiquement perdre son poisson. Et c'est là aussi de l'autre côté toujours des conséquences. Ça peut aussi augmenter les travaux, parce que quand la digue casse, il faut la reprendre. Le système de vidange, quand c'est cassé, il faut reprendre si réellement tu veux continuer avec ton métier de pisciculture. Et du coup, après tout, il faut savoir que tout cela, ça affecte quoi? C'est l'économie de la famille, parce que c'est de l'argent qu'il faut débourser pour reprendre tous ces travaux. Sinon, on va donc partir avec Koponi Touparaba, notamment qui va apporter son grain de sel notamment au compte. Quels sont les risques et les conséquences d'un étang mal aménagé? Bon, comme venait de dire M. Joseph, évidemment c'est les mêmes conséquences que une fois que ta digue est partie, c'est les mêmes conséquences que tu peux enregistrer. Perte de poissons, bon, abaissement d'économie dans la famille. Bon, c'est ainsi que le coordinateur technique venait tout juste de dire, quand même, leur accompagnement au niveau des pisciculteurs parrains, ils arrivent à nous donner des formations pour approfondir le peu qu'on a, pour aller aider les autres dans les localités. Donc si toutefois ces formations sont données et qu'on n'arrive pas à bien appliquer, toujours, ce n'est pas une question d'aider la population ou d'aider des personnes qui s'engagent à faire ce travail. Bien. Donc, dans ce cadre, si nous arrivons à perdre notre digue, on va partir avec ce tour du tueur. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre nom, vous nous appelez d'où? On reçoit un peu mal. Non, c'est Cyril. Votre nom, vous nous appelez d'où? Mon nom c'est Cyril Foutepe. Bon, moi je suis dans le quartier en profondeur. Monsieur Chérif, on vous écoute. Bien, je vous salue très bien. Merci. La thématique est la bienvenue, c'est des initiatives que nous souhaitons. D'accord. Mais je vais demander si ce projet de pisciculture a été initié suivant
le plan, le planning adapté à l'instabilité de notre pays, quoi. Parce que nous vivons dans une transition. Quel plan, quel avantage ou quel inconvénient face vraiment à l'instabilité, à l'ajustement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir vers Fourcaria ou quoi, il y a des volailles qui ont mis des milliers qui ont perdu la tête là-bas. Je vous remercie. Merci donc à vous d'être passé au compte de cette émission. Donc il demandait de savoir est-ce que les réalités d'aujourd'hui et tout ce que vous êtes en train de dire, puisque nous sommes dans une période de transition, est-ce que les réalités s'adaptent aujourd'hui à tout cela, puisque nous voyons de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui sont en train de perdre leurs étangs de l'autre côté. Mais aujourd'hui, quelle est cette garantie aujourd'hui qu'on peut retrouver après que quelqu'un ait se confie à vous? Au fait, dans toute activité, il y a des risques. C'est ce qu'on vient de dire. Mais les risques sont limités lorsque tu suis les conseils. Il y en a ceux-là qui perdent leur poisson parce qu'ils n'ont pas écouté ce qu'on leur a dit. Il y en a ceux-là qui finissent d'aménager avant de demander l'avis des techniciens. Tout ça, c'est difficile. Donc, les pisciteurs, la plupart de ceux-là qui ont eu des casses de digue sont ceux-là qui n'ont pas écouté, sont ceux-là qui ont voulu nourrir leur curiosité, parce que les digues nouvellement faites, quand on dit de mettre l'eau à moitié, il y en a qui veulent remplir pour voir est-ce que ce que le technicien leur a proposé, est-ce que c'est arrivé là-bas. Ça arrive toujours. Il y en a, pendant la saison des pluies, au lieu de diminuer un peu le niveau d'eau, ils augmentent, tandis qu'ils ne sont pas là toujours. Il y en a, quand on leur dit de creuser un trop-plein qui est énorme, ils nous disent, depuis que je suis là, je n'ai jamais vu de la crue ici. Or, il n'a jamais eu à barrer ces bas-fonds pour dire que l'eau ne doit pas passer ici. Donc, c'est pour cela qu'on conseille à tous. Partout, tu dis à l'eau de ne pas passer là, il faut montrer un autre chemin où il va passer. Soit ce chemin n'est pas suffisant, c'est pourquoi elle casse. Franchement, la garantie qu'on veut leur donner, c'est d'écouter, même si le travail est énorme, d'écouter les techniciens qu'on envoie vers vous pour exécuter normalement ce qui doit être fait. Dans les projets passés, il y avait un fonds de risque, un fonds de sinistre. Comme ça, si toutes les normes que les techniciens vous donnent, tu arrivais à le faire et que tu as des dégâts, le projet venait en aide. Mais on a constaté la plupart des gens, c'est des gens qui disent, ah moi j'ai pas tellement de moyens, je fais comme je veux, par après je vais finaliser. Et une fois que c'est fait, il y met du poisson, il n'a plus le temps de revenir là-dessus. Donc la seule garantie en tant que coordinateur que je voulais donner, c'est d'écouter et de respecter les conseils des techniciens. Bien. On va partir avec quoi? Oui. Tel que disait le coordinateur technique, c'est-à-dire il y a beaucoup de risques lorsque vous ne respectez pas les conseils du technicien, c'est-à-dire à part la casse des digues, c'est-à-dire on a dit dans la définition qu'un bon étang, c'est un étang qui se remplit facilement et qui se vide totalement. Maintenant que si vous ne suivez pas les conseils du technicien et que vous avez aménagé votre étang et que vous êtes incapable de vider l'étang ou bien de remplir, là la gestion devient difficile. C'est à cause de ça, c'est tout à fait normal de suivre les conseils que donnent les techniciens. Bon. Parlons notamment des techniciens aujourd'hui, parce que avec de l'autre côté nous avons abordé parce qu'il faut d'abord faire notamment le piquetage, si je prends par désordre, puisque je ne suis pas dans ce domaine, le piquetage d'abord, et après le piquetage d'abord la visite du site. Est-ce qu'un technicien qui se déplace pour aller, c'est l'ONG ou soit l'autre qui prend en charge, ou bien celui-là qui est là en train d'appeler, celui qui veut faire par exemple un étang, c'est celui qui prend en charge le technicien, ou soit c'est l'ONG ou soit Piscofam qui prend en charge le technicien? Ok, merci. Sur ce, dans le cadre de ce projet Piscofam, le technicien est pris en charge, comme l'a dit le coordinateur technique dans son intervention. Le technicien qui est là
il est pris en charge par le projet. Du point de vue carburant, comme vous savez, du point de vue également salaire. Donc c'est quelqu'un qui est recruté et il est mis à la disposition d'une structure qui est là et c'est cette structure-là qui lui gère. Donc si il y a quelqu'un qui est intéressé à faire la pisciculture, il suffit seulement qu'il respecte, comme le disait Moriba Alex, le responsable technique. Si cette personne passe par un groupement, déjà dans un village où... S'il vous plaît, on va partir avec... et le niveau de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, moi je voulais encore reposer mes inquiétudes par le propos. On vous écoute. Nous étions à Massanta, à la faculté là-bas. On avait des fermes agricoles, on avait des piscicultures, un peu de tout. Et ça évoluait. Maintenant, dès il y a eu le changement de régime, tout a été vulpanisé. Comme si on n'a pas fourni d'efforts. Les aléas de la nature. Est-ce que vous proposez d'étendre votre pisciculture un peu partout dans le monde? C'est ce que je veux savoir. Nous sommes dans un pays instable. Vous devez prévoir votre localité d'assurance. Dans l'évolution, dans votre technique, votre science. La science, l'intellectualité. C'est comme une banque. Aujourd'hui, on voit beaucoup de banques ici, ils sont venus ailleurs. Donc, est-ce que vous avez cette initiative-là? D'abord, la population est analphabète, alphabétique. Ensuite, les gens ont des diplômes qu'ils ne méritent pas. Tout le monde est praticien, tout le monde est vraiment, je ne sais pas, mais la différence, c'est l'assurance, c'est le défi, au-delà des défis. D'accord. C'est quoi votre réalité? Je vous remercie. Merci. Donc il demande de savoir, il peut y arriver qu'il y a des aléas de la vie qui notamment viennent effacer tout. Est-ce que vous avez un autre coin ou bien un autre lieu dans le cas où cela arriverait ou que vous pouvez stocker tout là-bas, puisque en tout cas pour une question de garantie dans le cas où des événements arrivaient, parce que ce qu'il est en train de dire par exemple à Farana, quand il y a eu changement de régime, les gens sont descendus là-bas, ils ont pris du poisson, ils ont pris tout ce qu'ils étaient là-bas et donc ils sont partis. Et donc s'il y avait peut-être une autre partie où on pouvait peut-être prendre cela et les conserver là-bas en attendant que le pays soit dans un état normal pour les faire revenir. Donc c'est une question d'assurance de l'autre côté, mais pour ceux-là qui s'investissent notamment là-dedans. Ok, j'ai des éléments de réponse. C'est pour cela nous disons que nous travaillons en groupe. C'est pour cela qu'il y a la fédération, c'est pour cela qu'il y a l'union. Aujourd'hui, je peux être un bon pisciculteur, mais du jour au lendemain que je puisse perdre mes poissons. Vu que nous sommes en union, il y a l'entraide. La fédération qui est en place peut envoyer du poisson à ceux-là qui le perdaient un jour. Également, actuellement, au sein de la fédération, il y a un fonds, du fonds de solidarité. Tu travailles dans les normes, comme les techniciens te l'ont dit, mais par après, il y a des fortes pluies et autres qui viennent casser. On vient faire les études, qu'est-ce qui a fait que ça a cassé? Si les responsabilités ne viennent pas de toi, la fédération s'engageait à réparer et à te donner du poisson. Donc tous ces aléas, il y a des précautions qui sont prises. Voilà. Bien. Autre chose, autre élément de réponse que je veux ajouter, si j'ai bien compris notre auditeur, aussi la garantie, avant tout, la toute première activité réalisée là qui est la visite des sites, je crois, tu ne peux pas faire la pisciculture sur un site prêté. Il faut que ça soit réellement ton bas-fond, ça soit réellement où tu l'as acheté, où tu l'as hérité. Où tu l'as acheté, où tu l'as hérité. Donc là, tu t'investis. On a dit que nous accompagnons des groupes. Mais ça ne veut pas dire que ces groupes-là s'unissent sur un même bas-fond pour faire un seul étang dans le village. Non. Mais plutôt, chacun en ce qui lui concerne, il a son bas-fond. Ils sont en groupe pour s'entraider, pour que chacun puisse avoir son étang. Donc, l'exemple qu'il prenait sur Farana, je crois bien, peut-être que ça peut être un étang communautaire.
Hein? Ou bien quelque chose qui a été financé par l'État. L'État est venu faire ça pour une communauté quelque part. Donc, dès qu'il y a un changement de régime, automatiquement, tu vas voir que les inconnus peuvent descendre là-dedans pour faire ce qu'ils veulent. Mais si c'est sur ton site, ton bas-fond que tu as acheté ou tu as hérité, que tu as réalisé, moi, je ne crois pas qu'il y ait un régime qui puisse autoriser aux gens ceux qui ont fait la pisciculture d'aller s'engager. C'est ça? D'accord. Sinon, on peut partir avec vous. Oui, bon, il y a une partie que je voulais donner une certaine réponse là. Là où Faoula Joseph intervenait par rapport à la mobilisation des techniciens. Bon, c'est-à-dire les candidats à la pisciculture, c'est-à-dire il faut s'intéresser, c'est-à-dire l'animateur, parce qu'il y a des villages où les techniciens sont déployés, dont ils sont pris en charge par le projet. Maintenant, si... Je vais vous couper la parole, on va partir avec l'éditeur. Allô? Allô? Oui, bonsoir encore. Moi, je ne suis pas de tout satisfait. D'accord. Mais je voulais demander si on lui nommait directeur préfectoral, ou bien inspecteur, ou bien ministre même, ou bien chef de l'État, qu'est-ce qu'il pourrait faire en termes d'expérience, d'expertise, pour alors développer ce secteur-là. Parce que la fois dernière, quand on a croisé avec le ministre de la Culture, il n'a pas eu de mots. C'est ça qu'il faut prendre comme leçon à tirer pour les investisseurs, les privés. D'accord. Bien, ils s'inquiètent notamment du côté des investisseurs. Donc la question est posée, si vous étiez par exemple directeur régional, notamment de la pisciculture ou au-delà même ministre, quels sont peut-être que quels sont vos conseils que vous allez donner aux gens et qui pourraient peut-être garantir ceux-là qui s'investissent beaucoup plus là-dedans? Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que le poisson est un élément vital pour notre monde entier. Et aujourd'hui, c'est plus facile aujourd'hui parce qu'avec cela, donc les poissons qu'on tire de l'autre côté, les vitamines qui se trouvent là-dedans, c'est pas comme si c'est qu'on apportait. Donc aujourd'hui, si vous étiez, il a bien posé la question, ministre ou en tout cas directeur préfectoral, quelles sont les actions que vous pouvez poser? Au fait, pour le moment, la seule idée que je peux donner, c'est une activité qu'on a commencé, on cherche à la développer. Et la développer, on est parlé d'une pisciculture extensive. Aujourd'hui, avec la recherche action qui est avec nous, on cherche à la développer. Donc, ensemble, la fédération pensait à la construction des écloseries, à la construction des usines de fabrique d'aliments pour pouvoir développer ça. Et une fois qu'on va produire beaucoup, peut-être qu'il y a la conservation qui va se poser. Parler des frigos, parler d'autres choses. Mais pour le moment, il y a ces questions qui sont réservées à l'État. L'État a accepté que le projet arrive. Peut-être il y a des stratégies de pérennisation qui viendront par derrière. Mais nous sommes là pour développer. On est technicien. On encourage les gens pour le faire. Le reste, c'est la fédération qui va vers l'État pour la garantie de certaines choses. Voilà. D'accord. Notamment... De toutes les façons, sa question est bien notée. On réfléchit. À la prochaine émission, on pourrait bien répondre. Bien. Voilà. D'accord. On pourrait 5 minutes d'ailleurs nous séparer de la fin de cette émission. Donc, ne serait-ce que sûrement si vous avez des parties peut-être que vous avez balayé partiellement, la question de revenir un peu là-dessus. Donc, on va partir avec vous. Oui, je disais que bon, tel que les techniciens sont pris en charge par le projet et que s'il y a un candidat qui est intéressé à la pisciculture, c'est pas dans tous les cas que le technicien peut aller chez un privé. C'est-à-dire, pour être pris en charge par le projet, c'est-à-dire pour que le technicien aille chez toi et que sa prise en charge soit au niveau du projet, il faut appartenir soit à un groupement, soit au niveau village ou préfectoral ou sous-préfectoral. Est-ce que vous comprenez? Mais si c'est un privé qui a besoin de se lancer dans la pisciculture, là comme ça, directement, je disais qu'il y a des ONG, la fédération est là, et les groupements au niveau village, les unions au niveau sous-préfectoral, et la fédération au niveau régional. Là, comme ça, quand vous les contactez, automatiquement, vous aurez le service que vous voulez.
Merci. On va partir avec M. Bamantia. Un dernier mot avant de clore cette émission. Ok, je remercie tous les auditeurs. Comme on le disait, c'est la deuxième édition aujourd'hui et on est ensemble jusqu'à la fin d'année. Peut-être que ceux-là qui écoutent, qui nous posent des questions ou pas, nous, on va laisser nos contacts ici en cas de besoin. Donc, vous allez prendre 628 30 75 38. 628 30 75 38. 620 36 39 22. 620 36 39 22. Et comme je viens de vous le dire, on est là encore le mois prochain. Et à la date, d'accord, en attendant de réfléchir notamment à cette date qui est déjà prévue pour la nouvelle rencontre notamment. Monsieur Jeff, est-ce que vous aviez un dernier mot avant de clore cette émission notamment? Ok, merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir pour moi de participer à cette émission. Ce que je pourrais demander à nos millions d'auditeurs, c'est réellement de se lancer dans cette activité piscicole. Parce que vous-même, vous l'aviez dit tout de suite, au jour d'aujourd'hui, le poisson qui quitte de l'autre côté là-bas, franchement, il n'est pas suffisant, ça c'est un. Mais aussi, sa composition, la vitamine qui est là-dedans par rapport à nos poissons d'eau douce, il y a quasiment une grande différence. Donc, il ne serait-ce que pour l'alimentation d'abord en famille, je trouve que c'est intéressant de faire la pisciculture. Et de l'autre côté aussi, peut-être que hormis l'alimentation en famille, ça peut aussi améliorer le revenu familial. Donc, c'est de leur demander de s'investir, tous qui ont vraiment l'atout, parce qu'il y a certains, vraiment, ils veulent le faire, mais ils sont en manque de bas-fond, ou bien il n'a pas de terrain où il doit faire peut-être qu'un bassin pour élever du poisson. Mais pour tous ceux qui disposent pour le moment ce potentiel-là, c'est intéressant de le faire. D'accord. Monsieur Bamon, on va partir avec vous. Vous avez la date et le thème du rendez-vous prochain. Je reviens sur le rendez-vous prochain. C'est vendredi 18 novembre et à 14h, nous serons ensemble. D'accord. Tous ceux qui n'ont pas eu le temps de nous poser des questions, ils réservent ou ils nous appellent sur les numéros que j'ai. Et le siège se trouve où? Le siège Piscofarm se trouve en affaire par là, à côté de Tokbajira, sur la route de Pilimon. Voilà. Donc, merci donc à vous, à ces millions d'auditeurs qui nous ont écoutés, ou ceux-là qui nous ont appelés notamment, ceux-là qui nous ont écoutés dans les 22 quartiers des Écoris, m'a conduit aux opérations techniques. Martin Sagnou, derrière le micro, vous l'avez sans doute compris, c'était Marcel Odoréaba. À tous, merci de l'avoir suivi et on se reprend la semaine à venir. Au revoir.